Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Moi je m'appelle Milan Mogard, je suis le fondateur d'un bootcamp qui s'appelle Uncode School, dont l'objectif en fait est de former les prochains product builders. Alors on aura l'occasion d'en parler. Aujourd'hui Uncode School c'est le premier bootcamp qui est dédié justement aux outils no-code et justement à ce métier de product builder. À côté de ça effectivement j'ai aussi une boîte de recrutement qui permet du coup de faire rentrer ces product builders dans des organisations, des startups, des grands comptes, etc. Et voilà, c'est à peu près tout. Marion. Bonjour tout le monde, moi aussi je suis ravie d'être ici. Moi j'étais à des postes de leadership produit pendant une douzaine d'années et j'ai fait un nouveau métier dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais je suis agent de Product People. Et donc j'ai monté Pachamama il y a à peu près 2 ans pour aider les talents produits à s'y retrouver dans leur carrière, à se poser les bonnes questions, à faire leur introspection, à leur donner des outils, à les coacher et surtout à les aider à s'y retrouver dans cette jungle d'opportunités. Donc il y a à la fois plein d'opportunités, mais il y a une façon de faire du produit et tous ces nouveaux métiers dont on va parler aussi. Et j'aide après ces talents à les connecter avec les meilleures boîtes produits de l'écosystème et les aider à savoir ce qui se passe vraiment dans les coulisses derrière. Voilà ce qu'on fait avec Pachamama. Et donc c'est mon tour. Bonjour à tous. Michael, merci pour l'invitation. Parler d'un sujet passionnant. Des nouveaux métiers, moi j'en ai vu pas mal passer quand j'étais chez Doctolib. Donc là, c'est les 4 dernières années. Et donc on a eu effectivement l'occasion de mettre en place... donc on a parlé de DesignOps, ResearchOps, on va en parler. Et sinon, moi, dans mon parcours, voilà, j'ai, comme vous pouvez le voir à mes petits cheveux blancs, ça fait quelques années quand même que je suis dans l'expérience utilisateur de manière générale. Donc c'était en agence, j'ai monté ma start-up, j'ai rejoint des petits groupes, des grands groupes dans la tech. Et pas dans la tech, d'ailleurs c'est aussi intéressant de ne pas bosser forcément que dans la tech. Et donc voilà, et là j'ai commencé une nouvelle aventure en début d'année sur l'agritech, qui est aussi un autre sujet, mais qui est passionnant. Parfait. On est ensemble pour à peu près 45 minutes, ce que je n'ai pas précisé, mais que vous voyez ici sur l'écran. Si vous avez des questions, et j'espère que vous en avez, n'hésitez pas à les poser. Donc il vous suffit de flasher le code, posez vos questions, et je vais essayer de les prendre au fil de l'eau, plutôt que de faire un exercice un peu trop théorique, 30 minutes de discussion et 15 minutes de questions. On va commencer par une première question, assez simple, mais concrètement, c'est quoi ces nouveaux métiers qui apparaissent aujourd'hui dans les organisations? Qui veut commencer? Bon, je ne sais pas si on continue l'ordre, donc du coup c'est moi qui vais commencer. Moi aujourd'hui, je suis plutôt compétent pour vous parler en fait d'un nouveau métier qui est celui de Product Builder. Alors je ne sais pas dans la salle s'il y en a qui ont déjà entendu parler de no-code, des outils no-code, ou peut-être même qui en ont testé. Globalement, pour vous décrire ça, aujourd'hui les outils no-code, c'est des outils qui vous permettent de faire ce qu'on appelle de la programmation visuelle. Okay, donc vous avez peut-être en tête déjà des outils comme Wix qui vous permettent de faire du glisser-déposer. C'est très bien pour construire en fait une interface, mais ensuite vous avez besoin d'autres outils qui vous permettent d'aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, des outils no-code, vous en avez à la fois pour faire du front et vous en avez à la fois pour faire du back. D'accord, donc à la fois sur votre base de données et à la fois sur du coup tout le workflow qui va lier la base de données et le front. Donc voilà, ça c'est aujourd'hui ce que vous avez. Vous avez également d'autres types de projets en fait no-code. Soit vous choisissez un outil no-code qui va être totalement intégré, c'est-à-dire à la fois qui a du front ou du back à l'intérieur, vous pouvez tout gérer, soit sinon vous choisissez en fait une approche qu'on appelle modulaire et du coup qui va vous permettre en fait de choisir, d'accord, je vais essayer de le faire sur tel front, je vais le relier ensuite à une autre base de données comme par exemple du Airtable, du Xano, etc. À la limite vous pourrez me poser des questions sur particulièrement certains outils si après ça vous intéresse. Donc voilà, ça c'est les types d'approches en fait qu'on peut avoir. Et la question qui se passe, c'est qu'effectivement aujourd'hui, c'est quel est l'intérêt finalement d'utiliser ces outils no-code aujourd'hui en entreprise. Parce que c'était pas forcément quelque chose d'évident. Aujourd'hui, on a l'habitude finalement que le développeur soit le ou la développeur en fait soit présent en entreprise et mettre en place la delivery. Et à vrai dire, c'est vrai que les outils no-code, on avait tendance à penser que c'était pas vraiment sérieux. Et donc c'était un peu compliqué, et surtout que bon, le nom n'est pas particulièrement positif, hein, c'est quand même no-code, donc c'est vrai qu'en termes de crédibilité, c'est quand même un peu compliqué quand on commence dessus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un nouveau métier qui est beaucoup plus intéressant, qui est celui en fait de Product Builder. Moi je considère qu'en fait aujourd'hui, quand vous utilisez les outils no-code qui aujourd'hui sont arrivés à maturité, vous êtes builder, mais ce n'était pas suffisant. Le but c'est que vous n'êtes pas juste un ou une technicienne sur le sujet, vous faites également du produit. Et du produit, que ce soit pour quelque chose de customer facing ou que ce soit de l'automatisation en interne. Peut-être qu'on le verra après,
en règle générale, souvent de types de produits qui sont mis en place lorsqu'on essaye d'utiliser les outils no-code, des produits internes ou des produits externes. On verra le pendant de l'intégration de ces métiers dans les organisations. Peut-être continuer un peu sur les autres types de métiers, de nouveaux métiers. Ok, alors du coup, moi je vais vous parler de 2 métiers qui sont Design Ops et Research Ops. Alors, Design Ops, c'est un métier qui est assez récent, mais qui commence à prendre de l'ampleur et qui est vraiment en soutien des équipes de design, souvent donc de product design. Donc chez Doctolib, au moment où je suis parti, on était 40 dans l'équipe design, donc il y avait une vingtaine de product designers, il y avait une dizaine de user researchers, une petite dizaine de brand designers, UX writers et donc Design Ops. Et du coup, voilà, l'objectif pour eux était vraiment d'être en soutien sur les méthodos, les process et le design system, qui était quand même aussi un gros morceau. Alors après, il y a des débats d'experts, Design Ops, est-ce que Design System, ça fait partie ou pas, etc. Nous, en tout cas, ça en faisait partie, ça faisait partie de la mission. Et après, quand on déroule le fil de Design Ops, on peut avoir des designers vraiment dédiés au Design System, et après des Design Ops qui sont dédiés aux méthodos, process, ce genre de choses. On pourra peut-être rentrer en détail là-dessus. Et après, l'autre métier, Research Ops, qui moi me tenait beaucoup à cœur, parce que en fait, mes user researchers, ils étaient en souffrance. Ils avaient beau être 10, en fait, ils passaient beaucoup de temps en fait, dans la première partie de leur travail, qui est de définir le protocole, recruter les bonnes personnes qu'on allait interviewer, faire des interviews. Et en fait, toute la partie passionnante de la user research, c'est l'analyse. C'est-à-dire que je fais mes interviews, je récolte mes insights, et après, derrière, je vais comprendre effectivement par rapport à tout ce que j'ai dit, délivrer un document qui va être lisible par la partie produit, par la partie design, qui va permettre de prendre des bonnes décisions. Et quand on est cannibalisé là-dessus, du coup, voilà, j'avais beaucoup d'user researchers qui étaient malheureux, tout simplement. Et donc, du coup, on a exploré ce poste de Research Ops, qui est vraiment un poste de soutien sur la partie vraiment très en amont, donc ce que je disais, donc les protocoles, quel protocole j'utilise, comment je le mets en place, comment je commence à déjà écrire des interviews non biaisées, ce genre de choses, comment je vais aller chercher les différentes personnes que je vais interviewer, est-ce qu'il y a nous on utilisait Maze chez Doctolib pour faire des tests aussi non modérés, ce genre de choses, voilà. Et voilà, et après effectivement laisser aux user researchers la possibilité de deep dive dans l'analyse, les insights, donc c'est vraiment des postes de soutien qui ont énormément de valeur. C'est-à-dire qu'en fait, le couple Design Ops, User Research Ops, c'est là où tout d'un coup la magie opère et qu'on peut vraiment décupler toute la force de l'équipe. Juste par curiosité, dans la salle, est-ce qu'il y en a parmi quelques-uns ou quelques-unes parmi vous qui ont ces types de postes en entreprise? Ok, donc ça reste encore une petite minorité, 5-6. Ok. Marion, tu voulais compléter ? Pour compléter, je dirais que c'est intéressant de voir que la culture produit gagne en maturité. Je pense que l'émergence de ces nouveaux métiers, c'est aussi ça. C'est qu'il n'y a pas que les PM et maintenant les product designers et les product marketing, etc. C'est que ça se spécialise de plus en plus. Et du coup, c'est intéressant on va encore continuer de voir des nouveaux métiers émerger. Là, on s'est focus sur 2 aujourd'hui. Ouais. Parce que fondamentalement, la question du timing est intéressante. Savoir est-ce que le marché, alors est-ce qu'on parle du marché français, l'Europe, est-ce que c'est une question de maturité, est-ce que c'est une question d'organisation, de culture d'entreprise? Tu parlais de product marketing manager qui existe aux États-Unis depuis déjà quelques années, qui tend à se démocratiser, à être davantage compris ici en France. Mais en gros, c'est juste du rattrapage. Comment vous le positionnez? Comment vous voyez ça? Ce qu'on voit maintenant, surtout, c'est que maintenant que le produit est au cœur et maintenant que les entreprises ont compris à quel point c'était stratégique, ils ont mis des moyens et des investissements dessus, et que le design aussi commence à rattraper le product management, on voit qu'en fait, ces nouveaux postes, ils émergent surtout pour soutenir la croissance, tout simplement. Tous les postes Ops, en fait, on peut aussi les décliner côté sales, etc. Et ça, c'est hyper intéressant aussi que ça se décline côté design, côté product. Et c'est là, effectivement, où on les voit surtout émerger dans des scale-up pour le moment, parce que justement, c'est dans des moments d'hypercroissance où les équipes grossissent vite, elles ont besoin de mettre en place des outils, de prendre du recul, et aussi, elles font beaucoup de formations. C'est vrai qu'on en parle assez peu dans le métier de Ops. Je ne sais pas si c'était le cas chez Docto, mais c'est le cas dans beaucoup de boîtes et de scale-up que je vois aussi, l'aspect formation. Plus que formation. Je pense qu'il y a un vrai sujet aussi, en tout cas sur ma partie, sur la partie Product Builder, c'est qu'au bout d'un moment, les outils no-code, ils sont arrivés à un vrai stade de maturité.
Et c'était pas le cas en fait il y a de ça 5 ans. Je serais pas venu vous parler de ça. De toute façon, il y a 5 ans, j'étais même pas dessus, il n'y avait personne. Au final, c'est ça qui est très important à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les outils sont arrivés à un stade de maturité de telle manière à ce que c'est pas juste simplement pour faire des MVP, mais c'est également pour rentrer dans des organisations, les faire scaler, les faire grandir, et de manière structurée, et aussi avec une approche produit qui est très intéressante à avoir dessus. Et en tout cas, c'était vraiment un point à voir aussi, la maturité des outils lorsque vous vous mettez sur la partie no-code. Ouais, juste donc effectivement sur le contexte, pourquoi est-ce que ces métiers apparaissent. Dans la tech, vous le savez, il y a beaucoup de tensions hein, sur l'emploi et de trouver les bonnes personnes. Moi, je pense que j'ai exploré ces métiers-là pour éviter les burn-out. Hein, c'est assez pragmatique, hein, mais en fait, j'ai tendance en fait à appliquer mon métier à mon métier. Donc je regarde en fait sur tout mon journée en fait, et je me dis ok, j'ai un pain point là, là et là. Et en fait, dans ces pain points, j'ai des équipes en souffrance. Ok, pourquoi elles sont en souffrance? Exactement comme je disais sur la user research, quoi. Donc on décortique un peu leur journée et en fait ils me disent là on passe un temps fou là-dessus et en fait on n'arrive pas à se concentrer parce que entre le run et le build, hein, donc vous connaissez, hein, il y a vraiment deux temps cognitifs différents. Hein. Sur du build, on a besoin de se poser, d'avoir du temps long, de ne pas avoir de meeting, d'être entre nous, de débattre, etc. Et puis le run, tac, on y va, on est en train de faire de l'interface, si on est product designer, etc. quoi. Et en fait, cette gymnastique-là, en fait, elle est inhumaine. Moi, je considère qu'elle est inhumaine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas switcher comme ça d'un cerveau à un autre en disant tiens, je vais me prendre une demi-heure à réfléchir sur un composant de design system et je vais le faire très bien avec tous mes corner PX bien comme il faut, mon petit dégradé et tout ça. Et l'heure d'après, être en débat avec des PM en disant tiens, il faut que je fasse telle fonctionnalité, etc. quoi. Et donc du coup, effectivement, cette souffrance-là, c'est vraiment de la souffrance, hein. Et du coup, c'est peut-être qu'on va avoir 10% du temps de chaque product designer qui va être finalement sur du build. Et en fait, si je prends 10% de ce temps-là et que j'en fais un métier, bah, du coup, finalement, j'ai une personne qui a un ownership clair sur tous ces sujets-là et qui, du coup, va permettre de délester en fait les product designers de ce truc-là, de dire j'ai plus trop à y penser et j'ai quelqu'un sur qui je peux donner en fait mes directives de j'ai besoin d'un composant ou en termes de méthodo ça marche pas parce qu'en fait les allers-retours avec le PM, avec les devs, il y a quelque chose qui est cassé. Voilà, le fait de libérer cet ownership-là et le donner à une autre personne, je trouve que c'est quelque chose qui apporte énormément de confort. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu es parti d'un audit de l'organisation des pains et organiquement, on va dire, ouais. Tu as vu qu'il fallait un nouveau type de poste. Moi, ma question, c'était de dire ok, je sais que j'ai un problème. Quels sont les jobs qui existent sur le marché? Lequel vient? Ou est-ce que ça a été cette démarche-là? Ou est-ce que ça a été une démarche du voilà la liste des sujets que j'ai à adresser et je vais créer un métier, peu importe le nom finalement? Ouais, c'est plutôt la deuxième méthode. Ok. Ouais. En fait, c'est très pragmatique, quoi. C'est vraiment terre à terre en disant il y a ça à faire. Aujourd'hui, ils ont du mal à l'adresser et ils ont du mal à l'adresser et ça les fait. Et en fait, ça les fait souffrir de ne pas les adresser, quoi. Donc du coup, et il s'avère que, bah oui, il y avait DesignOps qui apparaissait déjà de toute façon dans d'autres entreprises aux États-Unis, et en fait, ça matchait. Mais je pense que toutes les boîtes ont finalement le même raisonnement pour arriver à ces conclusions-là. Hein. Il n'y a pas de... Ouais, c'est vrai qu'auparavant, c'était surtout les CPO, les head-off qui portaient un peu cette charge-là, en plus de tout le reste. De monter une équipe, de la structurer, de penser à la stratégie, etc. C'était vraiment le job à beaucoup de pattes, pour le coup. Suisse, ouais. Ouais, c'est ça. Et de penser l'organisation comme un produit, maintenant que c'est même plus un débat, c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on voit des personnes qui s'en occupent à temps plein dans les organisations qui ont la chance de scaler. Parce que par contre, c'est des postes qu'on voit pas du tout, pour répondre à une de tes questions, Gabriel, qu'on voit pas trop encore dans des plus petites structures, pour le coup, où c'est plutôt effectivement la personne qui structure le tout, qui s'en occupe, et qui n'a pas besoin d'une personne dédiée simplement sur les outils, les process, parce que ça se met en place un peu plus facilement. En fait, c'est le moment où la croissance passe un certain cap que ça devient beaucoup plus pertinent, pour la partie Ops en tout cas. Peut-être pas pour la partie builder. Parce que j'allais demander, Michael et Milan, vous avez deux avis qui sont... Enfin, il y a le côté transverse du poste, et du coup, en fait, facilitateur, process, et le côté où, potentiellement, demain, au centre de l'entreprise, tu vas avoir des product builders. Pas du tout les mêmes perspectives au sein de l'entreprise.
Oui, je pense qu'aujourd'hui, sur la partie Product Builder, c'est un métier qui est pas créé finalement en réaction à ce que vivent les équipes, mais plus en réaction à ce qui se passe d'un point de vue technologique à l'heure actuelle. Il s'avère qu'aujourd'hui, vous avez en fait des contraintes qui sont les suivantes. C'est difficile de recruter des devs, et il y a des boîtes qui veulent mettre en place vraiment l'accélération digitale des entreprises. Force est de constater qu'aujourd'hui, vous avez des outils no-code qui arrivent à maturité, ce que je vous disais en fait juste avant, et que par conséquent, il faut arriver à mettre en place des ressources qui sont ad hoc en entreprise. Et c'est pour ça que ce profil de Product Builder, il n'arrive pas en réaction à ce qui se passe dans les équipes à l'heure actuelle, mais parce qu'il y a un changement technologique et un besoin technologique qui aujourd'hui doit être comblé par ces outils qui arrivent. Question évidente, comment on intègre ce type de profil dans les organisations? Alors, je pense que c'est une vaste question, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait aujourd'hui on est au tout début. Ce que moi je vais vous délivrer, ça va être un début de réponse, et ensuite il y a plein de choses à construire, à co-construire. Et ça c'est vraiment peut-être ce moment-là, en tout cas pour ceux qui s'intéressent aux outils no-code, on est au début, il y a vraiment quelque chose à faire, allez-y. Et alors, moi ce que j'en tire, c'est que pour avoir parlé du coup avec beaucoup de boîtes dans le domaine, en vrai aujourd'hui ça va être quelque chose de très simple, c'est assez neuf. Donc il faut au début un peu évangéliser et aller comprendre en fait ce qui se passe et quel est l'intérêt finalement des outils no-code à mettre en entreprise. Il faut aller convaincre les devs, il faut aller convaincre... alors en règle générale, la partie produit est plutôt assez convaincue qu'il y a un intérêt pour ça, mais les devs un peu moins. C'est pour ça qu'il faut vraiment aller communiquer en interne. Essayez de faire vos premiers POC, des choses simples. Okay, vous reprenez un process d'onboarding et vous essayez de l'automatiser et vous regardez le ROI. Okay, dès que vous avez fait ça, ensuite vous pouvez partir sur d'autres sujets plus complexes. Vous allez voir la finance, vous allez voir les sales, vous allez voir les devs si vous pouvez les aider, et puis regardez les prochains projets en fait à prendre et vous faites tout au fur et à mesure. Vous allez voir que votre équipe va grossir parce qu'il y a en fait beaucoup de choses à faire. Hein. C'est pas parce qu'on dit no code que c'est égal à simplicité. Donc ça c'est un vrai sujet. Donc il faut se mettre dessus. Pour ceux qui travaillent dans des grosses organisations aussi, parce que c'est vrai que là on parle peut-être très start-up, il faudra voir aussi avec les DSI, parce que l'organisation en fait elle n'est pas exactement la même, et les DSI forcément ils ont des questions de gestion de licence, des questions de sécurité à voir, et donc ça aussi c'est assez intéressant de pouvoir les mettre en place et d'aller les convaincre, ça prend du temps. Et dernier point sur ça, le vrai truc important pour pouvoir les mettre en place, c'est qu'il faut que vous trouviez alors ce que certains appellent des champions ou des championnes, des personnes qui vraiment sont convaincues de l'intérêt de ces technologies et qui les mettent en place en fait au début. Si jamais vous vous accrochez pas à ces personnes-là qui sont vraiment convaincues de ça, ça va être difficile de les faire rentrer dans une organisation, notamment si c'est déjà une organisation qui est très structurée, qui a beaucoup de monde. Je prenais la parole en tant que grand groupe. Ça reste des jobs assez exotiques qui ne rentrent pas dans ce qu'on peut voir côté RH. Du coup, c'est comment on arrive à rattacher ces types de postes à ce qui est déjà connu dans les entreprises. L'exercice n'est pas simple. Voilà, c'est plus un retour d'expérience qu'une Peut-être qu'il faut aller parler au RH et leur expliquer un peu ce qu'on fait. C'est ça aussi, il faut convaincre les équipes produits. Mais je pense qu'il ne faut pas aller juste convaincre les équipes. Il y a tout un écosystème à aller convaincre. Et c'est ça qui est intéressant en fait. Je pense que c'est aussi le sujet. C'est très dur à convaincre un DRH pour le coup. Moi je conseille plutôt de dire c'est un product designer un peu particulier qui fait du ops et petit à petit voilà, plutôt que d'essayer de créer une job desk qui va rentrer dans le système et tout. Ok. On crée son propre poste en fonction des besoins identifiés. Ouais. Sur le marché, Marion, tu vois des profils comme ça qui sont recherchés ou pas? Ça commence. Product Builder, c'est vrai qu'on est au tout début. On est au tout début et on sent que les entreprises ne savent pas encore trop comment positionner ce job. Ils ne savent pas comment le nommer aussi. C'est que vous allez avoir aussi d'autres termes et d'autres terminologies, c'est ça qui est important. Par contre, celles qui commencent à l'appréhender, et c'est un peu le point commun de tous ces nouveaux métiers, vous parliez de champions, toutes les boîtes qui ont réussi justement à implémenter at scale, en tout cas ces nouveaux métiers, les Doctolib, les Payfit, les Spendesk, ils ont tous des champions en interne, parce que même en interne, ils ont côté Ops, vos utilisateurs, ils sont en interne. Donc, il ne faut pas non plus passer pour le flic de service qui va mettre en place des nouveaux process pour vous, quoi. Donc, il y a aussi des challenges, même en interne, même par des gens qui sont convaincus de la valeur ajoutée que vous apportez. Donc ça, c'est le point commun entre tous ces métiers, ça c'est sûr. Il faut continuer d'évangéliser, de vulgariser, comme dans tout ce qu'on fait dans le produit, finalement, mais peut-être encore plus, ça c'est sûr.
simplifié pour les RH, ça c'est sûr aussi. Et pour répondre à ta question, Product Builder, c'est assez récent comme métier. Il y a encore assez peu de demandes, effectivement, on sent que c'est les prémices, mais qu'effectivement, je suis persuadée aussi que ça va s'accélérer. Aucun doute là-dessus. Et Product Ops et Design Ops sont en train de gagner en maturité, je trouve. Justement poussés par pas mal de talents qui ont pris ces places-là dans des boîtes et qui communiquent entre eux et qui poussent, justement, je sais qu'ils se parlent beaucoup entre eux pour pouvoir pousser la discipline. Et en tout cas, côté carrière, je vois pas du tout ça comme un frein de carrière. Au contraire, c'est une évolution qui est assez naturelle et assez bien vue en entreprise, et c'est pas c'est vu au même niveau. Et côté salaire aussi, pour l'instant, il n'y a pas trop de différence. 2 questions. La première, c'est les ratés. Parce que c'est bien beau, tout a l'air bien comme ça, mais dans les faits, c'est quoi les foirades sur ce type de poste? Des choses à éviter? Et la deuxième, qui est plus large, c'est sur le niveau de seniorité qui peut être exigé sur ce type de poste. Est-ce qu'on aurait tendance à se dire c'est plus un head of product qui potentiellement devient un product ops transverse parce qu'il connaît un peu les rouages, l'organisation, ou un junior pourrait? Alors les ratés. On a de la chance, on n'en a pas eu beaucoup. Sur Design Ops, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait on a fait une transition. On est passé par Tiga. Voilà, merci. Thomas Vidal, si tu nous entends, qui est venu faire Design Ops intérim pendant 8 mois. Voilà. Et en fait, ça nous a beaucoup aidé pour comprendre le métier, la personne, les skills et tout, etc. Et donc en fait, on a essayé pendant 8 mois de trouver quelqu'un sur le marché. On n'a pas trouvé. Et finalement, on a fait monter un product designer en Design Ops. Donc la personne connaît la culture, connaît les équipes, connaît les outils, connaît tout. Voilà. Donc là, dans ces cas-là, pas de raté. Je t'interromps. Ouais. C'était quoi la fiche de poste là-dessus? Quel niveau de seniorité est exigé sur ce type de job? Alors Design Ops, là, on voulait quand même quelqu'un d'assez senior, qui soit à la fois hands-on, donc capable de mettre les mains dans Figma, faire crafter des composants, etc. Mais en même temps, quelqu'un d'assez social, donc qui est capable d'animer des workshops avec des PM, des devs, voilà, avec un peu tout le monde en fait dans les équipes tech et product. Donc il faut quand même avoir un peu de seniorité pour, je pense, entrer dans Design Ops. Et aimer à la fois faire du craft et à la fois faire l'évangélisation et de l'alignement d'équipe. Donc c'est clair que quand Thomas est parti, en fait, je pense que le Design Ops c'est une drogue dure pour les product designers. C'est-à-dire qu'en fait, quand on en a un et qui part, tout d'un coup, tout le monde est en panique, quoi. C'est-à-dire, oh là là, mais en fait, comment on fait? Et donc très vite, voilà, la décision a été prise de faire ça et la greffe a pris instantanément. Sur Research Ops, c'est un petit peu différent et je pense qu'on n'a pas forcément besoin du même niveau de seniorité. Ça reste un travail qui est de soutien de la user research, où du coup, effectivement, aider à recruter, aider à faire des protocoles et tout, etc. Et les personnes qu'on a prises, c'est vraiment des personnes assez juniors qui veulent devenir user researcher. Et en fait, pour nous, c'est des tremplins. C'est-à-dire qu'on va faire Research Ops pendant 1 an, 2 ans, et après devenir user researcher. On est en contact avec les gens qui font ça, on comprend ce que c'est qu'ils interviewent sans biais, on fait attention, etc. Ouais. Donc le niveau de seniorité attendu est un peu moins élevé là-dessus. Vous aviez commencé à mettre en place un career pass ou quelque chose pour ces types de postes-là, en interne ou pas? Inception. Ça ne s'arrête jamais, les carrières pass, sur tous les métiers. Ouais. Enfin, step by step quand même, tu vois. Donc okay. Je pense que c'est bien de processiser, c'est bien aussi de pas trop surprocessiser. Donc déjà, encore une fois, la réaction c'est il y a un pain point, on l'adresse, ok. La personne est là depuis 3 mois, 6 mois, on considère qu'elle crée de la valeur. Ok, donc en fait c'est un vrai métier, ok, on va créer un carrière pass. Puis c'est plus dans ce sens-là que ça se fait plutôt que de théoriser un truc sur un nouveau métier où on ne sait pas est-ce que ça existe, un lead research ops, j'en sais rien encore en fait. Oui, pour répondre sur la seniorité, je suis assez d'accord que c'est des profils très seniors en général qui deviennent product ops ou design ops. Plutôt 6-8 ans d'expérience minimum, et je vois effectivement beaucoup de CPO et de head-off ou de gens qui étaient dans le conseil et qui deviennent justement lead product ops ou product ops, etc. Et que c'est une évolution naturelle dans leur carrière aussi, et que ça se fait assez naturellement pour des gens qui sont peut-être un peu moins business, un peu moins dans la stratégie et qui adorent les sujets d'orga, les process, les outils. C'est un nouveau métier parfait qui leur permet justement d'exploiter leurs compétences
à fond. Juste sur le point de la seniorité, en tout cas, ce qui concerne les product builders, c'est pas vraiment le cas, parce que comme je vous disais, en fait, aujourd'hui, la techno, elle est quand même assez neuve, donc on retrouve en fait pas mal de juniors dessus, mais c'est pas parce qu'on est junior qu'on ne doit pas avoir en fait des bonnes compétences, et notamment des bonnes compétences tech, et ça c'est quelque chose qui est très important, et des bons concepts et des bonnes méthodologies product. C'est ça vraiment qui est attendu. Aujourd'hui, enfin, c'est ridicule, vous pouvez pas demander à un product builder senior, c'est au moins une personne qui a fait 4 ou 5 ans dans une même organisation sur ces outils-là. Ça n'existe pas, donc ça n'a pas de sens. Peut-être qu'un jour ça arrivera, je le souhaite, mais aujourd'hui on est plutôt sur un product builder. D'ailleurs on ne met pas vraiment junior ou intermediate, senior ou lead, je sais pas quoi. C'est plutôt en fait au fur et à mesure de l'organisation, de comment elle va se construire. Par exemple, les plus grosses équipes que je connais aujourd'hui de product builder, elles sont 8. Donc c'est pas non plus des trucs incroyables. Et même eux, ils n'ont pas vraiment fait aujourd'hui tellement de carrière pass adaptées. Parce que ça fait 1 an qu'ils existent, ils sont en train de grossir, je vous le dis, c'est une belle opportunité en fait aujourd'hui, donc ça grossit, mais on va grossir aussi avec le temps et former ces différentes carrières. Et comment on se forme sur ces métiers? C'est quand même, je suis intéressé, je fais quoi? De même qu'il n'y a pas d'école du produit, il n'y a pas d'école Product Design Ops, et arrête-moi si je me trompe, mais côté produit, ce qu'on voit, c'est beaucoup des gens du projet. Et la petite limitation que j'aimerais peut-être donner aujourd'hui, c'est qu'il ne faut peut-être pas devenir Product Ops dans le but de devenir PM, parce que ce n'est pas toutes les organisations qui vous permettront de faire ça. Je pense notamment à Marie Gaumont chez Payfit. Justement, elle fait assez attention à ça. Elle va plutôt chercher des gens qui ont vécu dans des grosses structures, qui sont beaucoup dans l'accompagnement du changement, dans la formation, ou alors qui ont un process analytique ou une prise de recul, qui sont assez data justement pour pouvoir gérer la complexité d'un produit comme Payfit. Et elle va pas forcément, au contraire, éviter des gens qui veulent devenir PM. Donc c'est plutôt des gens, ils sont à la limite d'ailleurs, elle le dit très bien, entre le fonctionnement projet et produit. Là où la plupart des ops dans les autres métiers, ils fonctionnent en mode projet, quoi. Ils ont un problème, on va le résoudre et point. Et eux, du fait de la proximité forcément avec le produit, ils ont un fonctionnement hybride. Mais voilà, faites pas Product Ops dans le but de devenir PM, c'est pas la meilleure voie. C'est même l'inverse, non? J'ai l'impression que c'est l'inverse, quoi. C'est que c'est des métiers où il faut faire du terrain pendant quand même pas mal d'années. Et typiquement chez Doctolib, après, il y avait un embranchement sur individuel contributeur ou manager. Il y a des gens qui montent en seniorité mais qui ne veulent pas manager. C'est quelque chose qu'il faut respecter. Et quand on devient individuel contributeur, il y a une des possibilités, c'est de changer de casquette et, comme tu disais, de peut-être être un aspect plus méthodo et à ce moment-là, effectivement, switcher Product Ops, Design Ops. Et je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Donc, pas de formation. La vraie formation, c'est le terrain. C'est d'avoir fait pendant quelques années du product design, de se frotter aux outils, de se mettre dans la peau du product designer. Et que du coup, quand on est au service du product designer, du coup, de comprendre de quoi il a besoin. À la limite, juste une petite minute, parce que sur la formation, pour le coup, effectivement, il n'y en a pas, mais pour le coup, en termes de product builder, pour le coup, c'est ce que je fais au quotidien, donc je sais un petit peu, à la limite, ce qu'on peut proposer en tant que product builder. Globalement, considérez que c'est un métier, en fait, à 70% tech et à 30% product. Okay, la manière dont on forme, c'est qu'il faut choisir en fait du coup des compétences tech que vous avez déjà, donc vous devez connaître tout ce qui est API, vous devez connaître un peu de code également pour avoir en fait les concepts de base et par la suite en fait pouvoir utiliser ces outils de programmation visuelle pour être capable de créer des produits. Donc là c'est à ce moment-là où je peux vous citer par exemple des outils. On travaille sur du Notion qui est pas vraiment un outil no code mais qui permet vraiment du coup d'avoir cette vraie conception produit et de s'intégrer assez facilement dans des équipes produits. On voit du Airtable, on voit du Make aussi, anciennement Integromat, et notamment on travaille beaucoup sur Webflow, sur la partie front et sur la partie plus applicative avec quelque chose comme Bubble, et on regarde aussi beaucoup également tout ce qui est Power Platform. Voilà à peu près en fait les outils sur lesquels vous pourriez vous former si vous voudriez être product builder aujourd'hui et ce que vous devez savoir. Je commence, juste avant de prendre les questions que vous commencez à poser, si on parle salaire, bien payé, mal payé? Ça dépend. Ça dépend où t'habites. Ça dépend de la boîte. Non, mais c'est salaire. Ça a été des grilles similaires au product designer. Hein. Honnêtement, il n'y avait pas de. Peut-être que dans quelques années, s'il y a une grosse tension sur ces métiers où il y a des spécificités, voilà, mais honnêtement, il n'y a pas de différence avec des grilles de salaire des métiers, que ce soit user research ou product design. Ouais.
Alors moi j'ai un peu de data dessus parce que du coup j'ai fait un livre blanc en fait sur le sujet, donc du coup j'ai fait avec les datas que j'avais, j'ai agrégé à peu près 300 posts pour voir à peu près ce que ça donnait. Vous avez des choses, de ce que j'ai vu, c'est qu'en règle générale ça oscille entre 30 et 55, mais bon, force est de constater qu'aujourd'hui on est aussi sur pas mal de profils juniors, donc voilà ce que vous avez à peu près, et en free ça peut aller de, on va dire le plus bas 350 en TJM, à 1000, 1002 la journée. Alors, voilà, c'est à peu près les tarifs que vous avez. Super. Si je prends parmi les questions qui sont posées, est-ce que, bon alors je les cite telles quelles, est-ce que ces nouveaux métiers ne sont pas en train de remplacer des métiers déjà existants? Exemple, UX, UI, Product Owner. Est-ce qu'on est sur un remplacement, complémentarité? Moi, je crois qu'on met une étiquette sur quelque chose qui existe déjà. Il y a des gens qui le font déjà. Il y a des gens qui sont déjà product builders, qui sont déjà designers, mais ils ne le savent pas ou ils n'ont pas cette étiquette-là. Moi, je pense que c'est plus ça, en fait. Ça ne remplace pas. Et je pense que même, je n'ai pas les stats, et ça serait intéressant de les avoir, il y a combien de design ops pour combien de product designers. Et je pense qu'il y aura toujours ce ratio-là. Peut-être que, je pense que chez Doctolib, on a eu un design ops assez tard, il devait y avoir 15 product designers. Mais voilà, je pense qu'il y a un ratio comme ça. Pour moi, ça ne remplace pas. Ça formalise des choses qu'on fait déjà de manière empirique. Et du coup, voilà, il y a un statut, et puis après, on fait un carrière pass et une grille de salaire qui va avec, quoi. Comment vous voyez ces nouveaux métiers bouger les lignes entre produits, design et tech? Et comment gérer ces nouveaux rôles qui sont souvent à cheval, au risque de créer des freins? Ces nouveaux métiers, ils apparaissent pour fluidifier la collaboration entre toutes les équipes. Donc le biais peut-être dans lequel il ne faut pas tomber, justement, c'est de s'appuyer sur ces rôles qui existent en se disant que c'est ça qui va être la clé magique à une bonne collaboration entre produit, design et tech, parce que la clé d'un bon produit, c'est justement le fait de rendre l'expérience homogène et du coup le fait d'avoir des bons rouages en interne. Je pense que c'est vraiment le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Il faut plutôt d'abord que la collaboration, au contraire, soit bien mature et fonctionne bien, pour justement pouvoir s'appuyer sur ce socle et soutenir la croissance, justement. Je rebondis rapidement sur ce que tu dis, parce que c'est très vrai dans le cadre, par exemple, du ou de la product builder en entreprise. On a l'impression que c'est une personne, du coup, elle fait PM, product design, et en plus, ça fait du dev. Donc c'est clairement le mouton en 5 pattes, et ça n'existe pas. Donc il ne faut vraiment pas attendre la personne magique et replacer vraiment les personnes sur ce qu'elles font. Ça ne remplacera pas ces rôles-là qui sont déjà bien bookés et extrêmement utiles. Je pense que c'était un peu un standard. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de limitation de l'autonomie et de la proactivité, créativité des collaborateurs avec ces nouveaux métiers type Ops? Moi, bien au contraire. Au contraire, moi je trouve que c'est des métiers qui sont magiques parce que ça décuple vraiment la possibilité. Un product designer qui est face à un design system entretenu, propre, qui est connecté à toute l'équipe tech et tout, etc., il s'éclate. Et il s'éclate beaucoup plus que si ces outils-là, ils sont un peu bancals et ce genre de choses. Donc, moi, au contraire, quoi, c'est des métiers qui décuplent la possibilité. C'est à partir du moment où on a eu une équipe de design ops que les product designers ont fait beaucoup plus d'itération en amont, d'idéation en amont, parce qu'ils s'étaient libérés de quelque chose. Et du coup, ils avaient leur boîte de Lego, hein, j'appelle ça comme ça, où du coup, ils pouvaient faire des choses avec et tout. Donc, bien au contraire. Quand j'étais PM, j'aurais adoré avoir quelqu'un qui fasse du PM pour moi, quoi. C'est quand même assez incroyable de te dire que tes utilisateurs, c'est des PM, et en fait, ton objectif, quand tu es Product Ops, c'est d'aller leur faciliter la vie au quotidien. Et justement, ça peut être par plein de moyens différents, parce que tu appliques exactement la même méthode en produit. Et est-ce qu'en tant que Product Ops, il n'y a pas un risque justement à être perçu comme l'assistant d'eux? Et donc on parle de profils qui devraient être seniors, qui se retrouvent à complémenter, voire être trop spécialisés. Est-ce que ça attire? C'est quoi les perspectives? Et je reviens sur le point de est-ce qu'il n'y a pas un risque de rater à être trop spécialiste? Alors, assistant 2, c'est un peu dur, je trouve. Alors du coup, ça, pour moi, c'est plus lié à la culture de la boîte. C'est-à-dire que s'il y a une culture de respect, de bienveillance, jamais l'assistanat est quelque chose qui, tu vois, se met en place. Et en fait, je pense que beaucoup de gens respectent par défaut des gens qui t'aident, quoi. Si quelqu'un t'aide à faire ton travail, tu vas le respecter. Et je sais que c'est en tout cas la relation qu'il y avait dans l'équipe design où ils savaient que, comme je disais tout à l'heure, c'est une drogue dure. C'est-à-dire que si
le design ops s'en va, si il fait mal son travail, c'est toute l'équipe qui en pâtit. Donc, au contraire, hein, je pense que c'est vraiment c'est un catalyseur, et un catalyseur, ça se respecte, et on travaille voilà, en bonne intelligence avec lui, quoi. Mais c'est vrai que c'est un challenge. C'est un challenge sur le métier pour justement bien l'exercer et pour que les équipes comprennent vraiment ce que tu vas leur apporter au quotidien et justement pas tomber dans ce côté un peu trop mettre en place des process, mettre en place du flicage et empêcher au contraire décupler. Mais c'est ça aussi qui fait la différence entre des bons product ops et des design ops versus des mauvais aussi. Et sur la façon dont on construit l'équipe et la culture, je suis complètement d'accord. Et je parlais du côté social tout à l'heure, hein, du design ops. C'est hyper important, c'est lui qui va animer les workshops, c'est lui qui va... Et donc le fait qu'il soit au centre de toute cette discussion-là, c'est de toute façon un animateur social de l'équipe. C'est lui qui va... Et il s'avère que donc c'est Jérôme Benoît qui fait ça chez Doctolib. Et c'est une personnalité incroyable qui justement voilà, est capable de mettre de la vie dans une équipe, des product designers qui peuvent être rincés par des semaines éreintantes, voilà, et ils arrivent dans des workshops sur du design system ou sur autre chose. Et là, on a un design ops qui met de la vie, qui les motive et tout, etc. C'est une espèce de management du quotidien, hein, mais qui est hyper important et qui en fait presque une clé de voûte de l'équipe, en plus du management qui va faire de la strat, de la politique et ce genre de choses, quoi. On a le pendant design, on parle du produit, on parle de la tech. Il y a quand même un grand absent qui est la data. Et quand on se projette sur les futurs métiers, la data va être quand même un peu au cœur, je pense, du produit. Quelles sont les tendances que vous observez sur ces métiers-là ? Je pense de manière très prosaïque, Data Product Manager. Aujourd'hui, on se dit qu'il y a peu de formation sur le produit, il y en a encore moins sur ces sujets-là. Comment vous voyez les choses, les tendances ? C'est aussi pour ça qu'il y a pas mal de product ops où les compétences data sont extrêmement recherchées parce qu'elles sont juste indispensables pour avoir cet esprit de synthèse ou pour aller chercher les bonnes infos ou pour aller les synthétiser et les restituer au reste de l'organisation parce que, encore une fois, on parle de scale-up qui ont, pour le coup, beaucoup de data à manipuler. Et du coup, ça fait partie du challenge et de la montée en seniorité aussi, le fait d'avoir cette compétence qui est vraiment indispensable sur le métier. Pour un début de réponse, mais... Je suis moins alerte sur le sujet, donc... Pareil, il se refile la patate. Okay. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce que n'hésitez pas à lever la main. Je sors la tête de l'écran. Des sujets qu'on n'aurait pas abordés, qui vous intéressent sur cette thématique de nouveaux métiers. Sinon, ça vous laisse le temps de réfléchir à 2-3 takeaways chacun, qu'on puisse... voilà. Je suis venu, je comprends, il y a des nouveaux métiers, on parle beaucoup produits, data, enfin un peu data, design, des métiers transverses, des métiers qui sont potentiellement amenés à avoir un rôle à part entière dans l'organisation, la seniorité qui est nécessaire. Oui. Quels sont vos indicateurs de succès pour prouver aux décideurs de l'efficacité des nouveaux métiers aussi ? Je la répète, donc quels sont vos indicateurs pour prouver aux décideurs de la pertinence de ces nouveaux métiers ? Dans la plupart des organisations, ils ont des OKR, comme toutes les autres équipes, avec des key results qui sont extrêmement chiffrés. Et ils arrivent à faire ça selon les sujets du moment, que ce soit de la productivité des équipes ou autre. Je te donne un exemple simple. J'ai une boîte en tête où tous les vendredis soirs, il y avait une personne, en fait, son taf, c'était de recopier dans un tableau Excel des éléments d'un CRM, etc. parce que c'était trop compliqué au niveau des outils, a passé 4 heures de temps à faire ça. On a automatisé ça en 1-2 heures, et t'imagines bien 4 heures multipliées par 4, plus le salaire de cette personne, c'est assez facile à convaincre ensuite. Donc moi j'aime bien compter en heures. Alors tout n'est pas comptable en fait sur le nombre d'heures, en tout cas sur toute la partie process automatisation. Réfléchissez à quel moment en fait vous perdez vraiment du temps. Essayez de perdre ce temps parce que c'est important, comme ça vous pouvez vraiment savoir en fait quelle est la valeur que vous allez apporter, et ensuite faites-le, et franchement ça devient hyper naturel, c'est assez facile d'aller convaincre les gens ensuite que ça marche. Comme je disais tout à l'heure, nous c'était facile parce qu'on avait eu un galop d'essai avec quelqu'un qui était là, donc du coup c'est vrai que ça montre en fait pendant 6-8 mois la valeur que ça crée. Après moi je veux m'appuyer sur deux éléments, un qui est métier et un qui est plutôt management. Le métier, c'est le couple vélocité-qualité, hein, vous connaissez, hein, c'est une balance, hein, on a envie d'aller très vite et puis on réduit la qualité, ou on a envie d'être très quali et puis on réduit la vélocité. Si on arrive à monter les deux en même temps, c'est qu'a priori on va dans la bonne direction, et c'est vrai qu'avec un design ops c'est quelque chose qu'on peut faire,
Donc on voit que, vous voyez le double diamant, on voit que on a, sur le même temps de 15 jours, on fait plus que des livrables, on commence à faire ce que je disais de l'idéation, ce genre de choses. Donc là on commence à voir qu'on gagne plus de temps en allant plus vite avec les méthodes de process, et du coup on peut en amont plus travailler sur la réflexion. Ça c'est un sujet. Alors j'ai pas de KPI précis là-dessus. Et moi qui était très important en manageant 40 personnes, c'est l'état d'esprit et le bien-être des gens, quoi, tout simplement. Moi, les product designers, en fait, ils sont très ouverts. On fait des one-one une fois par semaine, on se voit et tout, etc. Et en fait, s'ils rabâchent à longueur de journée, ah ouais, ça, j'en peux plus, etc. Et que cette discussion disparaît, c'est qu'a priori, on a pris une bonne décision. Donc c'est moins quelque chose qui a démontré, qu'on peut montrer aux décideurs, mais qui pour moi est extrêmement important et qui montre qu'on va dans la bonne direction. Le galop d'essai avec un consultant qui montre la valeur, etc., pour moi, c'est quand même la meilleure façon de le faire, quoi. Donc après, comment on arrive à introduire un consultant, non, ça c'est une autre discussion. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y en a une qui revient sous différentes formes, c'est est-ce que le Hop n'est pas un nouveau lead ou l'équivalent d'un Scrum Master ou l'équivalent d'un coach produit? Ce qui ne prend pas le job, alors pas loin de ce que tu disais tout à l'heure, le métier existe déjà, mais est-ce que ça ne prend pas le pas sur un autre alors, Scrum Master, pas du tout, pour le coup, parce que justement, ils n'ont pas d'équipe de dev. Donc le rôle, pour moi, est complètement différent. Mais c'est ce qu'on disait aussi au tout début, c'est qu'on met juste des termes et des libellés sur des métiers qui existaient déjà, ou qui étaient effectués par d'autres personnes, ou qui juste étaient répartis d'une façon différente. Donc peut-être le petit conseil pour faire avancer sur les takeaways, c'est que je pense que ce qui est important pour vous en tant que PM ou product designer, c'est plutôt de vous dire quelle mission vous aimez faire au quotidien, quel style de PM vous avez envie d'être, dans quel type de structure vous avez envie d'évoluer. Si vous aimez évoluer dans des startups de moins de 50 personnes, a priori, Product Ops, c'est pas trop fait pour vous. Voilà, en tirant les ficelles comme ça de quel style vous avez envie d'être, de quel type de produit sur lequel vous avez envie d'évoluer, dans quel secteur, à quel moment du scale, à quel moment du product market fit, etc. C'est plutôt comme ça que vous aurez la réponse. Et après seulement, vous mettrez un métier derrière. Parce que sinon, en plus, on parle de nouveaux métiers, donc ils ne sont pas matures. Donc vous prenez 50 fiches de poste de PM, de PO, de Product Ops, de tout ce que vous voulez. Potentiellement, vous pourrez retrouver la même chose d'une fiche de poste à une autre. Donc c'est à vous d'aller creuser ce qui se passe derrière, à partir du moment où vous aurez défini ce que vous avez vraiment envie de faire comme métier, quoi. Voilà. Il n'y a pas d'étanchéité, je crois pas. Enfin, il y a des gens qui font Scrum et puis voilà. Après, sur DesignOps, typiquement, il y a quand même une notion de hands-on, sur des outils, etc. Peut-être que sur ces métiers-là, il y a moins la pratique des outils, en tout cas sur du design. Donc il y a ces aspects-là. Mais c'est des métiers, je pense qu'il y a des gens qui peuvent passer de l'un à l'autre quand on est à ce niveau-là, quoi. Et pour terminer à la limite sur la partie takeaway, en tout cas sur la partie product builder, ce qui est important, je ne sais pas quel profil vous avez exactement dans la salle, allez-y, même si vous avez peur de la technique. D'accord ? Ça, c'est des choses, allez-y, testez par vous-même. Je sais qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas tester dans un premier temps parce que ça leur fait un peu peur, ils ne savent pas quel outil. Allez-y, testez, ça c'est un premier point. Le deuxième, c'est vous ne laissez pas griser par ça. Parce que du coup, la plupart des personnes qui testent, j'arrive à faire des trucs incroyables, c'est super. Non, la réalité, c'est qu'en fait, si vous voulez vraiment faire quelque chose qui est structuré, qui est clair et qui est capable de durer dans le temps, ça demande des compétences professionnel. Donc c'est pour ça que le terme de product builder aujourd'hui a vraiment du sens. Et le dernier point, pour le coup, c'est plus un mouvement que je vois. C'est ce qui est assez génial, c'est que le terme de product builder, je vous le disais, il est plutôt technique. Et dans la technique, on a vu beaucoup d'hommes en fait avant. Et ce que je vois, et en tout cas avec les bootcamps chez Uncode School, ce qu'on a, c'est que 50% c'est des hommes et 50% c'est des femmes. Et ce que j'avais juste envie de faire passer comme message, c'est les filles, allez-y, parce que là, il y a vraiment quelque chose à prendre et vous pouvez vraiment être sur de la technique aussi. Et vraiment, on a besoin de vous. Et ça, c'était un peu le message que je voulais faire passer aussi.